Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Société Générale. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'émission Nous venons du futur, la première émission en Roumanie où nous ne parlons pas de ce qui a été, mais de ce qui sera. Je suis Mirel Bran et pendant une demi-heure, je vous propose de nous regarder un peu à l'envers, non pas depuis notre passé, mais depuis notre futur. Dans un monde où les frontières économiques se déplacent aussi vite que les voitures de course, il y a des gens qui choisissent de vivre la vitesse autrement, en construisant, pas en fuyant. Jérôme France est de cela. Entrepreneur français installé à Bucarest depuis des années, fondateur du groupe EMI, il a transformé la Roumanie en terrain de jeu pour ses affaires, mais aussi un pays d'adoption pour sa famille. Sur les circuits de montagne où il domine les compétitions et s'attaque même à la mythique course de Pikes Peak dans le Colorado, Jérôme apprend ce que le business lui rappelle tous les jours. Lire la route loin devant, gérer le risque, garder son sang-froid quand tout va très vite. Ce mélange de sport automobile, d'entrepreneuriat et de vie à la roumaine, c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui dans Nous venons du futur. Comment un Français venu pour le travail a fini par construire ici un avenir et ce que les bolides de course lui apprennent sur le futur de ce pays. Jérôme, bienvenue dans l'émission Nous venons du futur où nous invitons évidemment des gens qui viennent du futur comme toi. Tu te souviens encore du premier jour où tu es arrivé en Roumanie? Qu'est-ce que tu as ressenti en fait? Curiosité, peur, excitation ou tout ça à la fois? Bonjour Mirel, déjà merci pour ton invitation. Effectivement, quand je suis venu la première fois en Roumanie, je n'avais pas l'impression de venir du futur, mais de venir un peu du passé. C'était assez choquant, mais j'ai dit que c'était ici que je pouvais construire mon futur avec des codes qui étaient différents. Et beaucoup d'excitation. Beaucoup d'excitation parce que beaucoup de vibrations, beaucoup d'énergie dans ce pays. Un peu dépaysé, mais beaucoup de bienveillance. Et ça donne un cadre agréable en se disant, ici, on va pouvoir construire des choses. Et ça donne quoi le fait de croiser deux cultures? Parce que, on est tous les deux des peuples latins. Les Roumains et les Français ont une origine commune, mais il y a aussi beaucoup de différences entre ces deux pays. Quand tu arrives en Roumanie avec la culture française derrière, ça donne quoi? Tu sais, c'est un peu comme dans les couples. Je crois que les plus belles filles du monde, elles viennent de différentes régions du monde, de parents différents de différentes régions du monde. Et quelque part, ces mélanges forment des choses qui sont fantastiques. Et je crois que dans le business, c'est la même chose parce qu'on arrive avec des perspectives différentes. On croit souvent clair, plus vers ailleurs. Mais en fait, je pense que avec un peu d'expérience que j'ai pu avoir maintenant, c'est plutôt une question de perspective. On arrive avec des perspectives complètement différentes, avec un paradigme différent, dans un monde qui est réglé différemment. Et ça peut nous aider à faire la différence dans le business. Ça m'a aidé énormément. Je suis persuadé que j'aurais eu beaucoup de mal à développer ce que j'ai développé en Roumanie, en France. Et à l'inverse, je suis persuadé que beaucoup d'entrepreneurs roumains font des merveilles à l'international parce qu'ils viennent avec des codes qui sont différents, dans un monde qui est différent. Ils voient les choses différemment, arrivent à faire des choses exceptionnelles. Je confie tout à fait. J'ai eu l'occasion de vivre quelques années en France et en arrivant avec ma culture roumaine derrière, j'ai pu trouver des différences qui ont joué en ma faveur sur le marché français. Donc, je confie tout à fait ce que tu viens de dire. Et si tu devais raconter la naissance d'EMI, de ta compagnie, de ta société, comme un départ de course, le moment où le feu vert passe au vert, ce serait lequel pour toi? Qu'est-ce qui t'a fait appuyer sur l'accélérateur dans le business en Roumanie? Alors, EMI, c'est une société que j'ai reprise. C'est pas moi qui ai créé cette société. Il y a eu d'autres fondateurs. Il y a eu des fondateurs qui n'étaient pas moi. Je suis rentré progressivement et j'ai racheté progressivement cette entreprise jusqu'à en devenir l'actionnaire unique un temps et ensuite m'associer et de vendre en partie à des fonds d'investissement pour pouvoir nous développer en Europe. Mais pour moi, l'accélérateur, c'était une situation particulière qui a fait que j'ai développé cette entreprise comme ce qu'on appelle une entreprise libérée, avec beaucoup de pouvoir vers les employés, avec une décentralisation de la prise de décision au plus proche de nos clients,
en faisant le pari de faire confiance aux gens qui sont près du terrain, en éliminant les couches de management intermédiaires. Et en fait, ce modèle d'entreprise libérée a fait que l'entreprise a explosé. Quand j'ai commencé à faire ça et que j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit « T'es fou, tu vas te faire voler, tu peux pas faire confiance comme ça aux gens, c'est pas possible, pas en Roumanie ». Et c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, EMI en Roumanie, c'est devenu la base de ce qui devient aujourd'hui un groupe européen où on rachète des entreprises en Belgique, en Slovaquie, en Hollande. Et on s'inspire du modèle qui a été développé en Roumanie pour donner de la performance dans les entreprises en Europe de l'Ouest. Qu'est-ce que le sport auto t'a appris que tu utilises tous les jours dans ton métier de chef d'entreprise? C'est très proche. J'ai appris des choses dans le business qui me servent en course et des choses en course qui me servent dans mon profil d'entrepreneur. La course, si tu fais une erreur, c'est la sortie de route. Et tu n'as pas le droit, tout simplement. Ça arrive. C'est comme dans l'entrepreneuriat, on ne fait pas toujours les choses correctement. Alors de temps en temps, on est sanctionné par un chronomètre moins bon. De temps en temps, on est sanctionné par une sortie de route. De temps en temps, on peut être sanctionné par un accident plus grave. On joue aussi avec notre intégrité physique en course automobile, ce qui est pas le cas dans le business, heureusement, dans les pays dans lesquels on vit. Mais c'est finalement la gestion du risque. C'est l'analyse de notre environnement, comment je suis positionné par rapport à mes concurrents, comment je suis positionné par rapport à ma voiture, est-ce que j'ai été capable de faire des bons réglages ou pas, quel est l'état de la route, quel est l'état de l'environnement. Et en fonction de ça, je m'adapte pour avoir la meilleure performance possible. Quand on était en période du Covid, c'est le message que j'ai transmis à mes équipes. Je leur ai dit, vous savez, on était sur l'ovale d'Indianapolis, là, et on était tous à 400 km/h à tourner en rond, à gérer le petit dixième qui fait la différence, ou le petit millième qui fait la différence. Mais aujourd'hui, on a changé de décor. On est sur une spéciale du rallye Monte-Carlo, de nuit, avec de la glace et du brouillard. Et on va essayer d'être les meilleurs possibles, de ne pas sortir de la route, d'arriver à l'arrivée, et puis une fois qu'on est à l'arrivée, de faire le mieux possible. Donc finalement, les points communs, ils sont énormes. Et on voit beaucoup de choses en commun dans le business, dans le sport automobile. L'important, c'est d'essayer de donner le meilleur de soi-même, de cibler la performance, d'être conscient de son environnement, de ses capacités, et aussi du niveau de risque qu'on est capable d'assumer, ou en tout cas qu'on est prêt à assumer pour obtenir le résultat qu'on veut. Tu as un peu dévancé ma question suivante. Sur une spéciale de montagne, tu dois lire la route loin devant, gérer le risque, garder ton sang-froid quand tout va très vite. Est-ce qu'il y a un exemple concret où cette lecture de la route t'a permis de prendre une bonne décision dans ton business? Oui, parce que pour être bon, il faut avoir de la chance. Et j'ai ma définition de la chance. Pour moi, la chance, c'est quand l'opportunité la préparation rencontre l'opportunité. Quand on fait une course de côte, c'est comme une poésie. Depuis l'extérieur, tu as l'impression que ça va très vite. Mais en fait, on connaît chaque virage, chaque branche, chaque caillou, chaque trou. On a finalement une préparation, on se visualise le tracé avant de faire sa montée sur un effort qui peut être très court. On a des périodes longues en apnée. On est très concentré sur ce qu'on fait. Et de manière à ce que finalement, on ait le minimum de consommation d'énergie dans notre cerveau pour être prêt à gérer l'imprévu. Et l'imprévu, on ne peut pas le gérer, on ne peut pas le calculer. Ça doit être, à ce moment-là, c'est un réflexe. Mais on sait comment doit se passer l'idéal, on se concentre dessus, on s'est préparé pour ça. Et à ce moment-là, on a de la mémoire, je veux dire, de la bande passante pour gérer les imprévus. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des performances. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Il y a un aspect qui m'intéresse aussi, qui est plus personnel. Quand tu es au volant d'une voiture de course, tu dois accepter l'idée que la chute peut arriver à tout moment. Dans le business aussi. Comment tu gères humainement cette tension entre le goût du risque et la responsabilité vis-à-vis de tes équipes et de ta famille? Ça, c'est une question, c'est une responsabilité finalement. C'est justement ce qui nous met une limite dans nos actions, que ça soit en course, que ça soit dans le business. Et il faut savoir gérer ses émotions. C'est pas toujours facile. On est pris justement par les émotions. On est pris par le goût de la bagarre dans nos courses de voiture, dans le goût de la réussite qui peut être dans le business.
il faut se mettre des lignes rouges. Et ça, c'est une discipline personnelle à avoir. Tout ne marche pas à tous les coups. La sortie de route, elle peut arriver. Elle peut arriver dans le business aussi. Après, il faut, encore une fois, gérer le risque, avoir des zones de protection. Et en particulier, pour moi, les courses en montagne par rapport à des courses en circuit. Les courses en circuit, on va pas gérer le risque, en fait. On va aller jusqu'à la limite possible du matériel. Dans les courses en montagne, on va très rarement à la limite du matériel. On va à notre limite à nous, parce qu'effectivement, il n'y a pas de bac à sable. Il y a la forêt, il y a les arbres, et il faut rentrer à la maison le dimanche soir. Donc, moi, c'est une discipline qui me convient bien, parce que c'est en phase avec l'esprit dans lequel je conduis mes affaires, je conduis mes entreprises, sur lesquelles je me dis, OK, on peut faire une erreur, mais la sortie de route réelle, fatale, j'ai pas le droit, parce que j'ai des équipes, parce que j'ai des partenaires, des fournisseurs, des clients, et que dimanche soir, il faut rentrer à la maison. Oui, je t'écoutais, je pensais qu'en fait, tu gagnes une course avant de la gagner, en fait, parce que tu la gagnes en la préparant bien. Si ça ne se passe pas au moment où tu es au volant, ça se passe dans toutes les étapes qui t'amènent à être au volant. Tu parlais de Pikes Peak tout à l'heure. Pikes Peak, c'est, pour mon cas, presque 1 an de préparation pour une course sur laquelle on a un essai. Et on a une tentative. Dans mon cas, la tentative, c'est 10 minutes et 40 secondes, je crois, pour faire ma montée, qui m'a amené à ma première participation sur le podium de ma catégorie. Mais c'est autant de préparation pour 10 minutes au volant. Dans les courses qu'on fait aujourd'hui, je commence mon championnat de course de côte ce week-end, et avec une nouvelle voiture, puisque la voiture de l'année précédente, elle a été vendue, elle reste en Roumanie chez un de mes concurrents, et j'en suis très content. Mais la voiture avec laquelle je vais rouler ce week-end, j'ai fait mes premiers mètres avec cette voiture la semaine dernière. Elle était finie la semaine dernière. Et c'est un projet qu'on a commencé au mois de juillet l'année dernière. Donc c'est presque 1 an de préparation autour d'une voiture, avec des choix techniques, avec tout un tas de choses qu'on a mis en place pour être prêt et faire un championnat qui va faire 8 courses, sur lequel on va faire 50 km par week-end de course. Tu vois les routes de ce pays, de la Roumanie, d'un point de vue unique, celui du pilote, mais aussi celui de l'entrepreneur qui installe des portes, des accès, de la logistique. Quand tu regardes la Roumanie d'aujourd'hui, tu vois une route plutôt pleine de nids de poules ou un circuit avec un énorme potentiel si on le prépare bien, évidemment? Le potentiel, il est là. Pour moi, il est toujours là. Effectivement, les chemins sont beaucoup plus balisés que quand je suis arrivé il y a un peu plus de 20 ans. Et je crois, il y a 23 ans, je suis venu m'installer en Roumanie en 2003. Donc, j'ai maintenant un peu plus de la moitié de ma vie en Roumanie. Et le chemin est beaucoup plus balisé. Ce qui est cohérent, ce qui est logique avec un marché qui devient beaucoup plus mature. Mais les opportunités sont toujours là, effectivement. Et même les trous sont des opportunités. Je t'écoutais, je me disais que moi, j'ai vécu une douzaine d'années en France, quelques années à Londres, puis je suis rentré à Bucarest. Je me suis réinstallé à Bucarest en 2005, je crois. Et même aujourd'hui, en 2026, il y a des gens qui me demandent « Mais t'es fou, t'as laissé Paris et Londres pour Bucarest, mais qu'est-ce que tu fais ici, quoi ?» Et je suppose que tu as peut-être des amis en France qui t'ont demandé ou qui te demandent encore « Pourquoi la Roumanie? C'est compliqué, c'est loin, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Comment tu réagis? Je les invite. Je les invite à venir voir comment c'est. Alors, c'est différent, bien sûr que c'est différent. Il y a des points positifs, il y a des points plus challengeants. Mais globalement, c'est bien. En tout cas, j'ai trouvé un équilibre avec ma famille. Et comme je l'ai dit plus tôt, les vibrations du pays, les opportunités dans ce pays me conviennent. Certainement aussi que ça soit un pays à taille humaine. Après, on trouve chacun l'environnement dans lequel on se sent confortable. On a tous des paradigmes différents. J'ai eu la chance de travailler et j'ai toujours la chance de travailler dans beaucoup de pays différents, que ça soit à l'Est, que ça soit à l'Est. J'ai eu pendant des années une société en Russie également. J'en ai toujours eu une en Ukraine. Et aujourd'hui, j'ai une société en Asie, en Thaïlande. On a des environnements différents, à nous de nous adapter. Et puis, l'équilibre, la balance globale de la Roumanie, c'est une balance qui me convient.
Tu es très curieux, je te connais bien, tu t'es penché aussi sur les nouvelles technologies et ça tombe bien parce que dans cette émission Nous venons du futur, on présente les nouvelles technologies et les gens qui les approchent. Comment tu vois la Roumanie dans ce contexte de nouvelles technologies? Il y a un tsunami technologique quand même qui nous tombe dessus. Et j'ai l'impression que la Roumanie est un pays bien positionné pour en profiter, pour voir le côté opportunité, pas le côté ça fait peur, ça va changer la donne, on est tous morts, quoi. Comment tu vois la Roumanie dans ce contexte des nouvelles technologies? Alors, je pense que la Roumanie, ça a toujours été, pour moi en tout cas, un bon laboratoire pour tester des nouvelles approches et des nouvelles approches business. Et c'est ce que j'ai fait dans mon métier où on fait, tu l'as dit, des systèmes d'accès industriels, on assure la maintenance, etc. On a pu tester plein d'approches du métier de façon nouvelle parce que les gens sont très ouverts. Les gens sont très ouverts au changement en Roumanie. J'ai des techniciens qui sont à l'âge de la retraite, qui aujourd'hui travaillent sur les chantiers avec un assistant IA qu'on leur a installé sur leur téléphone pour les aider à trouver des solutions techniques aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer en maintenance. Et ils y vont. On est passé du fax à l'Internet mobile. C'est souvent ce que je dis, on n'avait pas l'autoroute, mais je me suis posé souvent la question si on n'allait pas passer de la voiture, je vais être plus extrême, il y a quelques années en arrière, je ne vais pas donner de mauvais clichés, mais on va passer de la charrette au drone, quoi. Et sans être obligé de passer par les autoroutes. C'est-à-dire que les pas technologiques en Roumanie sont extrêmement importantes. C'est ce que j'ai pu constater. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans nos entreprises. On est capable d'aller très vite, d'avoir un niveau d'acceptation de la technologie et des changements qui est très important de la part de nos équipes. Quel que soit l'environnement, ça va du technicien au manager. Et on arrive à faire des belles choses. Je suis curieux de voir un peu le côté, les difficultés dans les affaires, parce que pour un entrepreneur, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas le tapis rouge, tout va bien, quoi. J'aimerais que tu nous racontes un moment où tu as dû changer de pneu en pleine course avec ton équipe, une crise, un client, un projet, je sais pas, et où tu as vu ton équipe réagir comme une vraie équipe de course. C'est le Covid. La plus récente, c'était le Covid, sur lequel, Alors moi, j'ai déjà eu un réflexe d'entrepreneur protecteur, on va dire. C'est-à-dire que le premier jour du Covid, moi, j'ai envoyé un message et j'ai écrit à l'ensemble de l'entreprise. J'ai dit, écoutez, je ne peux pas vous dire où on va, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, mais je peux vous garantir une chose, c'est que vos salaires seront payés, quoi qu'il se passe, à l'heure, à la fin du mois. Et je pensais que c'était quelque chose de responsabilité, c'était de ma responsabilité d'agir de cette façon parce que c'était effectivement une grande préoccupation pour l'ensemble de nos équipes et de leurs familles. À partir de ça, il y avait un problème en moins. Et on a pu se concentrer sur des choses qui étaient vraiment très constructives. Et l'année du Covid pour notre entreprise a été une année exceptionnelle. On s'est posé sur un côté très bienveillant depuis le début, parce que les choses se sont arrêtées, mais nous, on ne voulait pas s'arrêter de travailler, donc on avait toujours de l'activité chez nos clients. On a mis en place nos compétences pour pouvoir faire d'autres choses. On a fait d'ailleurs des portiques de désinfection pour le personnel dans les hôpitaux, parce qu'ils ont des problèmes quand ils changent leur blouse, ils peuvent être infectés. Donc, les portiques de désinfection n'avaient aucune utilité dans la rue, mais dans les hôpitaux, pour le personnel médical, de se faire brumiser avant de se déséquiper, là, ça avait un rôle. Et on a travaillé avec les médecins, on l'a fait sérieusement, on les a construits, on les a offerts à une vingtaine ou une trentaine d'hôpitaux, je ne sais plus. Et on a créé beaucoup d'émulsions positives et avec toute une équipe qui s'est engagée derrière. On a transformé l'année du Covid en année d'opportunité. On a pu recruter plus de techniciens parce qu'on restait positif alors que tout le monde était en crise et en panique. On a remporté la confiance de nos fournisseurs parce que quand on agit en sécurité, également au niveau de la trésorerie, j'ai été préparé par 2008, donc on prend des sécurités, on a une entreprise qui garde de la trésorerie, qui est capable de payer ses fournisseurs à jour, en avance, et on gagne de la confiance de tout le monde. Et tout ça, finalement, avec une vision long terme, et ça a fait que, pour nous, on est sorti très renforcé au niveau de l'équipe, au niveau de l'entreprise, au niveau de notre image de marque, et au niveau global. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
toute ton expérience en Roumanie, ton expérience business et ton expérience de vie en Roumanie, tu dirais quoi aux jeunes Roumains, aux jeunes étudiants roumains qui sont encore sur les bancs des écoles et qui vont bientôt sortir sur le marché du travail? Ils sortent sur un marché en pleine ébullition. C'est un marché qui est très perturbé par ces nouvelles technologies dont tout le monde en parle, surtout par l'intelligence artificielle. Tu leur dirais quoi à ces jeunes Roumains qui vont rejoindre bientôt le marché? Votre atout, c'est votre éducation. Vous avez des valeurs qui sont différentes. Vous vivez différentes de ce qu'on peut trouver en France, différentes de ce qu'on peut en Allemagne, différentes de ce qu'on peut trouver en Italie. Et au-delà d'être des Roumains, vous êtes des Européens. Moi, mes enfants, quand je leur dis vous êtes Roumains, vous êtes Français, ils parlent 3 langues, ils sont Européens. Donc pensez comme un Européen, allez vous balader pour voir ce qui se passe ailleurs. Et puis revenez en Roumanie parce que c'est une terre d'opportunités. Mais allez faire un tour. Allez en Angleterre, en France, en Asie, où vous voulez. Allez prendre aussi d'autres idées parce que vous verrez que votre éducation, elle va vous apporter un vrai plus. Et puis après, rentrer au pays. Moi, je ne suis pas rentré au pays, mais j'encourage les jeunes ici à rentrer au pays. Mais qui ne les touchent pas, qui ne travaillent pas avec. Et je me suis rendu compte, vu mon propre expérience, que j'ai vraiment compris ce que ça représente, ce que ça peut faire l'intelligence artificielle. Non pas quand j'ai écouté des discours sur l'intelligence artificielle, mais au moment où j'ai commencé à travailler avec. Pourtant, comment ça s'est passé? Je partage ton expérience. Il faut mettre les mains dans le cambouis, quoi qu'on fasse. Encore une fois, pour mes systèmes d'accès, je suis capable d'aller réparer un système d'accès, une porte, et de monter au-dessus de l'échelle et de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, tous mes managers, ils respectent, ils font les mêmes parcours. Pour ce qui concerne les outils d'intelligence artificielle, il faut mettre les pieds dedans. Ça ne marche pas depuis le premier coup, on a mal à la tête, ça nous énerve, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut. Mais il y a un avantage qui est exceptionnel, c'est qu'on ne peut plus dire « je ne sais pas ». On ne peut plus dire « je ne peux pas ». Il suffit de demander. Et si on demande et on est structuré, on arrive à avancer de façon extraordinaire. Tu le disais, j'ai une multicasquette, que ce soit de ma partie entrepreneur avec des entreprises EMI, mais aussi d'autres entreprises, une partie sport automobile, une partie investisseur, une partie formateur. Et il n'y a encore pas très longtemps, j'animais un module d'entrepreneuriat en langue française à l'AC. J'ai mis en pause pour plusieurs raisons, mais je n'exclus pas cette partie aussi. De mentor, on peut faire beaucoup de choses à condition d'être structuré. Et aujourd'hui, si je n'avais pas les outils d'intelligence artificielle qui travaillent avec moi, il me faudrait une équipe folle autour de moi que je n'ai pas. Je te montrerai mon assistant IA qui ne me quitte pas, avec lequel je synthétise toutes mes réunions. Mais l'intelligence artificielle qui travaille pour moi comme un robot tous les jours, en faisant toutes les tâches quotidiennes qui ne m'intéressent pas du tout. Moi, je suis un performeur fainéant, donc je suis aux anges avec ces outils d'aujourd'hui parce que tous les trucs qui m'ennuient, c'est plus moi qui les fais, c'est mes outils d'intelligence artificielle qui vont me faire mes revues économiques tous les matins, qui vont analyser des listes de tâches, qui vont être capables de faire des fiches de poste, qui vont me faire des propositions. Alors, on ne peut pas nous enlever l'intention. Et c'est la différence. Un entrepreneur, il a l'intention. L'intention, l'intelligence artificielle ne peut pas nous la donner. Mais par contre, tout le reste, elle peut le faire. Donc, ça ne marche pas du premier coup. Faut se casser la tête, mais par contre, il faut mettre les mains dedans parce qu'on n'a pas le choix. Premièrement, parce que ça nous décuple les possibilités et ça décuple aussi notre efficacité et nos performances. Aujourd'hui, se présenter sur le marché du travail sans être capable de comprendre et d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est une faute grave. Embaucher quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir un minimum de base d'intelligence artificielle, et là, je ne parle pas d'utiliser un ChatGPT basique, c'est déjà d'aller un petit peu plus loin, c'est une erreur. Pourquoi est-ce qu'un employeur, je le fais toujours, mais pourquoi est-ce qu'un employeur embaucherait quelqu'un qui est capable de travailler et de livrer 10 quand il peut embaucher une personne concurrente qui, avec le minimum d'éducation qu'il peut avoir, est capable de livrer 100. Il faut embaucher celui qui est capable de livrer 100, et celui qui est capable de livrer 10, il va vite comprendre qu'il sera obsolète. Malheureusement, ou heureusement, mais c'est l'évolution normale de notre société.
On invite les gens qui nous écoutent à mettre la main à la pâte et à essayer, même s'ils ne connaissent pas grand-chose dans les nouvelles technologies. On le répète souvent dans cette émission, il ne faut pas avoir peur. Les choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, évidemment, la première action, ça fait peur. Mais on met la main à la pâte et au fur et à mesure, ça commence à fonctionner. Moi, j'ai étudié à la base la philosophie, l'histoire des religions, des trucs humanistes, quoi. Je n'ai pas écrit une ligne de code de ma vie. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une ligne de code. Mais rien ne m'empêche d'aller demander Claude, c'était mon cas, ou d'autres, comment faire. Et Claude a codé pour moi un tas de choses. Donc, j'avais dans la peau quelqu'un qui était en train de coder pour moi et qui me simplifiait la vie, quoi. Et c'était absolument incroyable, quoi. Quelqu'un avec une formation humaniste, aujourd'hui, peut avoir accès à des technologies extrêmement complexes. Et quand tu ne connais pas, tu demandes tout simplement. Mais tu sais, t'arrives finalement à te poser d'autres questions. Parce qu'une fois que tu as ce temps et ces capacités, après, il y a l'intention dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, dans mon cas, je me suis posé plein de questions. Je me pose souvent des questions. Je fais beaucoup de développement personnel. Mais je pense que la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que je voudrais faire de mes journées si mes journées avaient 72 heures? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire en plus? Si j'ai cette possibilité. Mes journées font 70 heures. Là, demain, qu'est-ce que je veux faire? Et à ce moment-là, on a un plan. Et quand on a un plan, on rentre en action avec un objectif. Et le fait d'utiliser tous ces outils vont nous libérer du temps pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire et libérer nos intentions. Jérôme, on approche de la fin de l'émission. Imagine que le Jérôme de 2050 regarde depuis le futur comme depuis le haut d'un village de montagne. Qu'est-ce que tu lui promets aujourd'hui, ici, pour qu'il soit fier de la ligne que tu traces entre business, sport et vie de famille? Tout simplement que j'ai pris du temps pour ma famille, pour les choses réelles, pour exploiter le monde réel, que j'arrive à me détacher des écrans. Parce que c'est un problème, mais quand on met les mains dans le cambouis, on est obligé de passer par là aussi. Et le but ultime, c'est pouvoir se détacher des écrans du maximum, parce qu'on a mis en place un écosystème qui fonctionne pour se concentrer sur les choses qui comptent, pour se concentrer sur la famille, pour se concentrer sur les émotions. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, ce que je veux donner comme éducation à mes enfants, c'est d'être capable de comprendre les émotions, de comprendre les autres, de pouvoir voyager, de comprendre les cultures. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas un écran qui va nous le donner. De vivre la vraie vie. Donc, c'est un peu l'histoire du pêcheur. Je ne sais pas si tu as l'histoire avec le pêcheur indien aux États-Unis, avec l'homme d'affaires qui vient le voir et qui lui dit « mais tu pourrais… » Je connaissais la version roumaine, un Roumain qui c'est la même chose. Et puis, au bout du compte, quand il est devenu milliardaire, il dit « mais après, je fais quoi ?» Il dit « mais après, tu pourrais aller à la pêche. » Il faut parcourir. C'est le chemin. Je pense que le chemin est intéressant et se concentrer sur les vraies choses de la vie. Excellente conclusion. Jérôme, merci d'avoir été avec nous sur RFI Roumanie. Chers auditeurs, vous venez de l'entendre dans l'émission Nous venons du futur. Jérôme France, fondateur de la société EMI. C'est un entrepreneur à part qui a transformé la Roumanie en terrain de jeu pour ses affaires, mais aussi un pays d'adoption pour sa famille. Vous pouvez en savoir plus sur lui et sur ses projets à l'adresse emi.ro. Et si vous voulez entendre quelque chose de nouveau et respirer un air un peu plus oxygéné, comme à la montagne, écoutez cette émission Nous venons du futur. Parce que le futur que vous imaginez demain est l'air que vous respirez aujourd'hui. Vous nous trouvez sur nevenindivitor.ro et cette émission est désormais disponible aussi en podcast et sur la chaîne YouTube Mirel Bran RFI. Nous avons également lancé une plateforme de contenu en anglais à l'adresse wecomefromthefuture.ai. Cliquez, abonnez-vous et découvrez de quoi est fait le futur pour comprendre ce que vous cherchez dans ce présent. En ce qui concerne l'avenir, les choses sont simples. Soit nous nous détruisons les uns les autres dans une guerre dévastatrice, soit nous construisons ensemble quelque chose d'assez beau pour dépasser n'importe quelle fiction. Cela, nous le décidons ensemble, si le futur sera une histoire ou la ruine d'un rêve. Je suis Mirel Bran et je vous donne rendez-vous vendredi prochain de 5h30 à 6h et en rediffusion samedi après le journal de 11h, ainsi que sur nevenindivitor.ro et wecomefromthefuture.ai. Portez-vous bien et ne vous inquiétez pas, nous venons du futur et tout va bien. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generale.